Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence sur la confiance numérique. Je suis Christine Kertész, responsable du département relations adhérents d'AFNOR et je vais avoir le plaisir d'intervenir aux côtés de mes collègues de la FNTC puisque cette conférence sur les enjeux de l'implication en normalisation, en certification est co-organisée par AFNOR et plus particulièrement le club des adhérents AFNOR et la FNTC. Juste avant que je ne passe la parole à Marc Chedru de la FNTC pour une introduction, je précise que les micros et les caméras de tout le monde sont coupés pour une meilleure qualité du son et de l'image. Mais vous aurez tout loisir de poser vos questions via l'outil questions de GoToWebinar tout au long de la conférence. Nous prendrons vos questions à la fin des présentations. Je passe sans plus attendre la parole à Marc Chedru de la FNTC qui va vous présenter le programme. Marc, c'est à vous. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite moi aussi la bienvenue au nom de la FNTC et de l'AFNOR dans notre webinaire intitulé Confiance numérique, les enjeux de votre implication pour la normalisation et la certification. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marc Chedru. Je suis consultant dans les domaines de la confiance, la dématérialisation et l'archivage numérique. Je suis un des fondateurs de la FNTC en 2001, que nous avons créé pour promouvoir les bonnes pratiques dans les nouveaux services du numérique et développer aussi la confiance du marché. Plus que jamais, nous pensons que la normalisation et la certification contribuent à ces objectifs. C'est pourquoi nous souhaitons par ce webinaire vous communiquer toutes les informations vous permettant, vous aussi, de vous impliquer dans cette démarche. Suivante. Seront donc avec nous Christine Kertész, responsable du département relations adhérents de l'AFNOR, et Caroline de Condé, responsable du pôle normes et confiance numérique de l'AFNOR, qui vous présenteront le système de normalisation. Séverine Denis, directrice des affaires institutionnelles et réglementaires de DocaPost, présentera les travaux de la commission AFNOR CN 171, dont elle est la présidente. Suivant. Arthur Ribémont, responsable du pôle numérique chez AFNOR Certification, vous présentera les certifications liées aux normes du pôle numérique. Enfin, Arnaud Beleil, directeur conformité de security.com, vous présentera les actions de la FNTC pour la normalisation des services de confiance. Suivante. Les normes ne plaisent pas à tout le monde. Beaucoup veulent les simplifier ou en réduire le nombre. Elles sont souvent confondues à tort avec la réglementation et ses contraintes. La réalité est toute différente. La réalité, c'est que l'élaboration des normes résulte d'une démarche volontaire de la part des acteurs. La réalité, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter une norme sur le marché. Les normes sont d'application volontaire, sauf dans de très rares cas où la réglementation les impose. A contrario, il est vrai néanmoins que les normes apportent souvent un avantage compétitif sur le marché aux entreprises qui les respectent. Les clients adorent, sinon les imposent dans leur cahier des charges. Et par ailleurs, en cas de recours en justice, il faut savoir que les normes sont considérées par la jurisprudence comme représentatives de l'état de l'art. Donc, si on respecte une norme, cela peut vraiment aider à convaincre le juge de sa bonne pratique. En définitive, croyez-en mon expérience, il est plus efficace pour un entrepreneur de participer à l'élaboration d'une norme concernant son activité, puis de l'appliquer et de prouver sa conformité via une certification, plutôt que d'ignorer la norme ou de s'astreindre à respecter une norme élaborée par d'autres. Suivant. Depuis des années, les puissances économiques ont compris l'intérêt de concevoir les normes et de les imposer aux autres. On prête à Werner von Siemens au XIXe siècle la formule « Celui qui contrôle les normes contrôle le marché ».
Aujourd'hui, le monde occidental est dominant dans la bataille des normes, principalement sous l'impulsion des États-Unis et dans une moindre mesure de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Mais la Chine, qui en a fait un objectif stratégique, monte en puissance et ses représentants prennent de plus en plus de responsabilités dans les organismes de normalisation internationaux, comme par exemple l'ISO. Quant à la France, beaucoup d'experts ou décideurs considèrent qu'elle néglige bien trop le domaine des normes. C'est notamment l'opinion des experts du groupe de réflexion Mars qui considèrent que dans le domaine militaire, la France devient dépendante des puissances qui définissent les normes des technologies émergentes. Un réveil s'impose en France et au sein de la communauté européenne. Nous souhaitons donc vous donner les clés qui vous permettront, vous aussi, de vous mobiliser. Je donne la parole à Christine Kertész. Merci Marc de cette transition. Je vais maintenant vous présenter dans les grandes lignes le rôle de l'AFNOR en France, le rôle de la normalisation. Je reviendrai très rapidement sur ce que c'est qu'une norme et surtout l'intérêt de l'élaboration des normes. Je parlerai également de l'organisation de la normalisation dans le monde, de la stratégie européenne de normalisation qui a été récemment publiée en février dernier. Alors tout d'abord, l'AFNOR, c'est ce qu'on appelle un groupe associatif qui est articulé autour de 4 métiers qui ont pour vocation d'accompagner l'ensemble des organisations, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, et pour gagner la confiance partout dans le monde. Les 4 métiers d'AFNOR sont tout d'abord l'élaboration des normes, c'est le cœur de métier de l'AFNOR, et AFNOR, et à ce titre-là, a été désigné par l'État comme l'animateur du système français de normalisation pour accompagner et guider les professionnels à élaborer des normes volontaires d'origine nationale ou le plus souvent internationale. Le second métier d'AFNOR, c'est l'accès aux normes. AFNOR Édition est considéré aujourd'hui comme le seul distributeur officiel des normes volontaires en France et propose des solutions de veille et d'information à l'ensemble des organisations, le plus souvent aujourd'hui sous format électronique. Troisième métier, c'est celui de la formation. AFNOR Compétences propose une gamme complète de solutions de formation, de coaching et de conseils à toutes les organisations qui souhaitent garantir, valoriser, voire certifier une montée en compétences reconnue sur le marché. Le dernier métier de l'AFNOR, enfin, c'est celui de la certification et de l'évaluation, puisqu'AFNOR Certification, aujourd'hui l'un des organismes certificateurs les plus importants en France, AFNOR Certification propose des prestations de services et d'ingénierie en certification et évaluation dans le domaine des produits, des services, des systèmes de management ou des compétences de personnes et utilise pour ce faire deux marques bien connues que sont la marque NF pour les produits et la marque AFAC pour les systèmes de management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Arthur Ribemont vous en parlera tout à l'heure pour tout ce qui concerne la certification dans le domaine de la confiance numérique. Alors, comme je le disais, AFNOR a une mission d'intérêt reconnue d'intérêt général définie par un décret qui a été révisé le 10 novembre dernier et qui confère à AFNOR plusieurs missions comme l'animation du système français de normalisation, le recensement de besoins en normes, l'élaboration de stratégies normatives et cela afin de fixer des priorités, de voir où la France doit mettre ses ressources pour valoriser ses pratiques. AFNOR a également pour mission de coordonner les programmes de normalisation, de mobiliser l'ensemble des parties intéressées, des parties prenantes autour des travaux de normalisation pour les y convier, et puis de participer au système de normalisation européen et international qui aujourd'hui représente plus de 90% de nos activités. Alors quand on dit ça, ça veut dire qu'effectivement la normalisation, elle se déroule à plusieurs échelles géographiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur ce slide, il est indiqué que AFNOR est considéré comme le deuxième organisme de normalisation européen. Ça veut dire que ce classement se mesure en termes d'instances de normalisation que nous animons sur la scène européenne. Nous sommes le deuxième derrière l'Allemagne, derrière le DIN, l'Institut de normalisation allemand. Et au niveau international, nous sommes le 5e. Ce qui est quand même à noter et ce qui confère à AFNOR une position non négligeable et fait qu'AFNOR est un organisme très écouté.
Très rapidement, puisque Marc Chaudry l'a déjà signalé, une norme, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un document de référence qui propose des règles, des lignes directrices, des caractéristiques de produits ou de services ou des méthodes, des process, des modèles d'organisation. C'est un document qui est surtout élaboré par consensus entre l'ensemble des acteurs d'un secteur d'activité donné et qui est établi par un organisme de normalisation reconnu. N'importe qui ne peut pas publier une norme. Quand on parle de normes, c'est AFNOR qui les publie en France. C'est le plus généralement, comme Marc Chaudry l'a également souligné, des documents d'application volontaire, sauf cas particuliers, notamment quand il y a des problèmes de sécurité où les normes peuvent être rendues d'application obligatoire. Alors, si elles sont volontaires, pourquoi, me direz-vous, les utilise-t-on? Eh bien, simplement parce qu'elles simplifient la vie à tous et elles sont le plus souvent utilisées dans les échanges commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Ça devient la loi des parties et c'est vraiment un outil de facilitation de l'organisation des contrats. Alors, les opportunités, les bénéfices de la normalisation, en quelques mots, c'est vrai que la normalisation, c'est un outil d'influence et de compétitivité. Alors déjà, la normalisation permet d'adopter entre l'ensemble des parties intéressées dans un secteur d'activité un langage commun. Quand on veut faire du commerce, il faut déjà parler le même langage que son interlocuteur, son client ou son fournisseur. Il faut se comprendre. Et la normalisation permet d'adopter ce langage commun. Quand on participe à une commission de normalisation, on a accès à un nombre d'informations extrêmement stratégiques, bien souvent. Donc la normalisation, c'est aussi un outil de veille, d'intelligence économique, de veille technologique. On apprend beaucoup de choses dans les commissions de normalisation sur ce qui se prépare, et notamment aussi au niveau de la réglementation. La normalisation permet de valoriser les produits ou les services ou des savoir-faire de la part d'industriels, par exemple, ou d'organisations qui proposent des pratiques. Et cela permet à ces acteurs qui participent à ces travaux de défendre leur savoir-faire et de faire que la norme va refléter le plus ce qu'elle pourra les pratiques qu'on cherche à y défendre. Quand un produit ou un service est conforme à une norme, eh bien, on peut vendre ce produit ou ce service sur la scène internationale. Donc la norme est aussi un outil d'ouverture à l'international, un outil de développement des marchés. Et ça, c'est vraiment un point crucial sur l'utilité de la normalisation. La normalisation permet également de reconnaître des technologies ou des pratiques innovantes par le marché. C'est en cela qu'on dit que la normalisation est un outil de diffusion de l'innovation. Quand on a normalisé le GSM dans les années 80, à la fin des années 80, ça a permis à la téléphonie mobile de se développer partout dans le monde. Des exemples de ce type-là sont pléthore, on en trouve pléthore dans les instances de normalisation. Donc c'est vraiment un outil de diffusion de l'innovation. Et puis, ça sert aussi également à disposer de référentiels qui servent à l'évaluation de la conformité. On peut dire, bien, mon produit, mon service ou mon mode d'organisation est conforme à telle ou telle norme. Voilà un petit peu les avantages. Il y en a d'autres, mais c'est de façon très résumée que je vous les cite ici. Certaines études montrent que la normalisation procure 20% de plus de croissance de son chiffre d'affaires pour les entreprises. Ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires à l'export. Et donc, il y a un apport de l'utilisation des normes volontaires dans le chiffre d'affaires des entreprises. Ça a été maintes fois prouvé. Je vous le disais, la normalisation s'organise à 3 échelles géographiques. Il y a bien entendu un niveau national, puis un niveau européen et un niveau international. Mais il y a également différentes filières de normalisation. Dans la colonne de gauche, on trouve le secteur des télécommunications qui historiquement a été le premier à mettre en place des instances de normalisation avec la création au niveau international de l'UIT, Union internationale des télécommunications, en 1865, lorsque le télégraphe est apparu. De la même façon, à droite, on trouve le secteur des électrotechnologies qui a créé l'IEC, International Electrotechnical Committee, dans les années 1906, à l'apparition de l'électricité. On a eu besoin pour développer les dispositifs liés à l'utilisation de l'électricité, de créer des normes. Et puis, au milieu, vous avez toutes les autres filières, et Dieu sait si elles sont nombreuses. On retrouve l'agroalimentaire, la santé, enfin, tous les autres domaines en dehors du secteur des télécoms et des électrotechnologies. Alors, le travail se déroule dans ce qu'on appelle des comités techniques, que ce soit dans toutes les instances de normalisation internationales ou européennes. Et le rôle de l'AFNOR, c'est de définir les positions que la France va défendre dans ces comités techniques, qu'ils soient de l'ISO, de l'IEC, de l'UIT, du CEN-CENEC ou de l'ETSI. Donc, AFNOR organise ce qu'on appelle des commissions miroirs de ces comités techniques, CEN ou ISO, mettons, et va défendre ses positions dans ces instances techniques de travail pour valoriser les vues françaises.
la reprise des normes européennes dans la collection française est obligatoire de la part des organismes nationaux, dont l'AFNOR. Donc ça veut dire que quand on élabore une norme européenne qu'elle est adoptée par le CEN de Sénélec ou l'ETSI, nous devons la reprendre dans la collection des normes françaises. Ça devient une NFEN dans la collection des normes françaises. La reprise des normes internationales est en revanche volontaire. Il n'y a pas de reprise obligatoire des normes publiées par l'ISO, l'IEC ou l'UIT. Mais disons que dans le cas d'un commerce international, elles sont quand même appréciées. Alors, juste pour finir, la Commission européenne s'intéresse depuis plusieurs années au rôle de la normalisation, qui a joué un rôle clé dans la construction de l'Europe, puisque cela a permis d'harmoniser les spécifications des techniques et des produits et de faciliter leur libre circulation sur le marché européen. Et donc, la Commission européenne a publié le 2 février dernier une nouvelle stratégie européenne en matière de normalisation. Cette stratégie vise à réaffirmer la souveraineté de l'Union européenne en matière de standards, de normes au niveau européen et puis sur la scène internationale. Et puis, elle vise à accompagner les transitions écologiques et numériques conformément aux valeurs de l'Europe. Elle vise également à stimuler l'innovation pour que les innovations européennes soient le plus rapidement possible normalisées pour donner une longueur d'avance aux entreprises européennes. Voilà, j'étais un peu rapide, mais je pourrais répondre à vos questions. Et j'ai tout de suite passé la parole à Caroline de Condé qui va vous présenter les normes dans le secteur de la confiance numérique. Bonjour à tous. Alors, Caroline de Condé, responsable du pôle normalisation numérique. Alors, effectivement, je vais vous présenter les activités de normalisation spécifiquement dans notre pôle sur le secteur des technologies numériques. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, on se positionne sur un très grand nombre de secteurs. Alors, les normes numériques sont principalement des normes internationales avec un positionnement de l'ISO, l'IEC très important. Alors, ce qui est aussi très important de souligner, c'est qu'on observe depuis quelques années un renforcement de l'écosystème normatif européen avec des initiatives de réglementation européenne très fortes de la Commission européenne et avec en appui des normes européennes donc, qui développent aussi un marché de la confiance en Europe. Alors, si on se focalise un petit peu sur les grandes thématiques concernant les technologies innovantes, donc ça a été dit déjà par Christine précédemment, l'objectif à travers le développement de normes sur ces technologies, c'est l'accompagnement de la mise en place d'un cadre de confiance pour le développement d'un marché. Alors, on peut citer par exemple l'intelligence artificielle, qui va être une technologie qui va être de plus en plus présente dans les organisations, dans nos vies. Donc ça, c'est un sujet qui est très important à la fois à l'ISO, mais également au niveau européen avec un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place. Donc là, l'intérêt des normes, évidemment, c'est au niveau européen notamment, c'est l'accès au marché, puisqu'il va y avoir des normes harmonisées qui vont aider au développement d'un marché de confiance, d'une IA de confiance en Europe. Donc là, l'accès au marché. Et donc, évidemment, plus on contribue à ces normes qui sont en train d'être mises en place au niveau européen, et ben on a une action sur les exigences qui vont donc structurer ce marché. Et donc, c'est très important, effectivement, de s'assurer que les produits et services d'IA seront conformes à ces normes. À l'ISO, il y a aussi des normes sur l'intelligence artificielle. Plusieurs seront reprises aussi dans le cadre européen. Donc, il y a évidemment des questions d'interopérabilité au niveau international et de diffusion des technologies. On peut citer la blockchain également, donc un sujet très important à l'ISO, mais également, et je pense à l'avenir au niveau européen. On peut citer le métaverse, qui est un des sujets qui sera a priori développé dans les années qui vont suivre, parce que là aussi se pose la question d'une technologie innovante, de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, mais il faut également encadrer ce marché pour des raisons éthiques également, et ça fait aussi appel à plein de technologies, donc les normes sont là aussi pour créer un cadre de confiance. Les technologies quantiques également, qui sont un sujet en plein développement actuellement, à la fois au niveau européen et au niveau international. Et là, pour tous ces sujets, on voit qu'avant même que les technologies soient utilisées à très grande échelle, l'IA et en particulier les technologies quantiques, en fait, le marché
comment dire, le positionnement des acteurs internationaux arrive bien avant la finalisation des normes, et c'est très important que les acteurs français se positionnent. Bon, alors un peu rapidement, pour la sécurité et résilience, donc deux grands sujets, la cybersécurité, évidemment, avec également un cadre réglementaire fort, et la continuité d'activité et résilience, et le domaine de la sécurité physique également. Pour l'identité numérique, des thèmes également très, très importants pour les acteurs français, biométrie, cartes et systèmes associés. Le numérique responsable, alors deux thématiques, à la fois numérique responsable pour tout ce qui est green technologie, on va dire, mais également toutes les problématiques d'inclusion numérique, et l'industrie du futur avec le jumeau numérique qui devrait être là aussi un des sujets qui devrait être lancé très rapidement. Alors, comment les acteurs peuvent contribuer à la normalisation? Alors, il y a plusieurs niveaux. Évidemment, on pourra vous fournir plus d'informations si vous le souhaitez. Au niveau français, il y a des acteurs français qui se réunissent régulièrement pour contribuer à l'élaboration des normes, donc internationales, européennes, principalement pour les domaines du numérique, sur la base d'un consensus. Donc, c'est toute la chaîne de valeur, fournisseurs, utilisateurs, acteurs publics qui se retrouvent là-bas autour de la table et qui donc contribuent collectivement sur la base du consensus à ces normes. Au niveau européen et international, après, il faut aller défendre ces positions françaises et la technologie française, on va dire, les décisions qui ont été prises au niveau national, à l'international, au niveau européen et international, ISO et CEN. Voilà, donc c'est important. Je rajouterai juste également qu'il est très important que les acteurs français puissent piloter des groupes de travail aussi au niveau international, des comités techniques, car ça permet d'avoir un leadership, donc pas être juste contributeur sur les normes, mais aussi avoir un rôle de pilotage, notamment sur les nouvelles technologies. On a parlé de l'archivage électronique, l'intelligence artificielle, le quantique. Voilà, on a une position sur le quantique, c'est pas encore sûr, mais en tout cas sur l'intelligence artificielle et l'archivage, on a une position française forte. Les outils disponibles, alors vous avez plusieurs sites AFNOR qui peuvent vous permettre de retrouver les structures et les normes, le site Normes Info ainsi que la boutique AFNOR pour l'accès aux normes. Voilà, donc j'ai présenté les sujets un peu rapidement. Si vous avez évidemment si vous voulez plus d'informations ou des explications sur comment accéder à des commissions ou des présentations un peu plus pointues sur les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Voilà, c'est Séverine Denis qui va prendre la parole à présent pour vous présenter les travaux de normalisation de la commission normalisation archivage électronique. Séverine, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je veux bien que vous avanciez la slide, s'il vous plaît, Christine. Donc, notre commission de normalisation traite tous les sujets qui sont liés à l'archivage et à la gestion de documents sous forme électronique, qui représente un périmètre assez large de tout document structuré ou non structuré qui nécessiterait d'être conservé après leur production, ce qui logiquement représente à peu près toute la production des documents de l'entreprise. Cette commission nous permet de siéger également à un niveau plus large que la France, qui est le niveau international. Et en particulier, nous avons dans nos 23 liaisons 3 commissions particulièrement intéressantes aujourd'hui, qui sont le TC 171 au niveau ISO, qui traite du Document Management Application, c'est-à-dire l'ensemble des travaux liés à la gestion des documents, l'archivage, mais également tous les formats PDF, et qui est donc une commission de portée internationale. Le TC 46, qui traite à l'ISO de l'ensemble des normes sur l'information et la documentation, donc avec un aspect plus fonctionnel et moins technique. Et enfin, une nouvelle commission qui est très récente, qui a à peine un an, qui est une commission européenne de normalisation, le TC 468, qui traite de la préservation de l'information numérique. Et ici, il est très intéressant de voir qu'avec l'outil de normalisation français, nous pouvons travailler sur un sujet européen avec l'ensemble des États membres. Et c'est d'autant plus important que dans le cadre de la révision du règlement eIDAS,
deux services nous intéressent particulièrement, qui sont celui de la conservation des signatures et cachets, mais également du futur service qualifié d'archivage électronique. Ainsi, en tant que représentants de la France, nous pouvons, d'une part parce que nous avons la présidence de ce groupe de travail, mais également le leadership sur le premier groupe de travail qui a été créé, nous allons pouvoir impulser un mouvement pour que une norme ou plusieurs normes soient créées pour répondre aux besoins de préservation de l'information au niveau européen, ce qui va permettre d'avoir une réelle interopérabilité entre les États et pouvoir créer justement l'assise d'un marché de confiance du numérique, au moins pour la question de la conservation de l'information, qui est un des piliers de la confiance numérique au titre de l'autonomie technique et de la conservation des expertises, qui est très important en termes de souveraineté. Cette commission donc a une portée française et internationale. Elle est composée de 44 membres qui sont répartis sur 5 collèges avec les autorités réglementaires, les fabricants, les porteurs de politiques publiques, le support technique et les utilisateurs. Et il est important de comprendre que ce n'est pas un groupe de fabricants qui travaillent ensemble pour fabriquer des normes qui les intéressent, mais bien un écosystème de l'ensemble des membres et des parties prenantes qui travaillent ensemble, qui recherchent le consensus pour produire les documents les plus utiles à la communauté des usagers de l'archivage qui est extrêmement transverse. Si on peut avancer. Donc, dans les travaux de cette commission 171, il est amusant de noter que c'est une vieille commission qui date de la fin des années 60 et qui, à l'origine, travaillait sur les supports de l'information qui étaient la photographie argentique, la micrographie, la cinématographie, et que cette commission a su évoluer avec les évolutions technologiques et dès le début des années 2000 a commencé à travailler sur les supports numériques. En 2009, une norme d'archivage électronique a vu le jour, la NFZ 42013, suivie ensuite d'une norme sur le composant de coffre-fort numérique, la 42020, et naturellement, les normes liées à la numérisation, notamment la numérisation fidèle, sont arrivées par la suite, et également les outils tels que le CEV et le PADOC. Il est intéressant de noter qu'une commission de normalisation n'est pas un groupe de personnes figées, mais encore une fois un écosystème qui travaille en communication avec les besoins du marché, les besoins des donneurs d'ordre et les besoins des opérateurs. Et qu'on peut très bien passer de la photographie argentique à l'archivage électronique, qui lui-même nécessite parfois l'usage d'outils de blockchain, et donc d'être dans une évolution technologique, une évolution des perspectives qui est très, très dynamique. Et donc la normalisation de ce point de vue-là est vraiment un outil qui nous permet d'avancer avec les évolutions industrielles, très en amont pour pouvoir promouvoir au travers de normes expérimentales comme l'XP PADOC, des expérimentations sur des sujets liés à l'information et qui vont permettre en parallèle de produire des textes qui sont de réelles boîtes à outils. Un des enjeux de notre commission, c'est bien d'écrire et de faire évoluer des normes, des fascicules documentaires, de maintenir une FAQ dans notre domaine d'activité pour produire des boîtes à outils pour les donneurs d'ordre et les fabricants, de manière à pouvoir faire en sorte que le marché soit efficace en France et pour toute l'Europe. Dans ce contexte, on est moins dans un besoin d'homogénéiser des technologies, de rechercher de l'interopérabilité entre les produits, mais plutôt de trouver une manière de décrire des services qui sont extrêmement complexes, de manière à permettre aux usagers de discriminer un produit par rapport à un autre. On est toujours dans la même problématique dans le numérique aujourd'hui, où les produits et services sont extrêmement complexes et il n'est pas possible pour les usagers de pouvoir faire la différence entre deux produits. Si on avance à la slide suivante, c'est un des enjeux principaux de la NFZ 42013 pour l'archivage électronique, c'est bien de proposer
une description la plus lisible possible en direction des usagers. Parce que face à des services numériques, les usagers sont confrontés uniquement à la partie visible de l'iceberg, mais toute la technologie, les processus, les infrastructures numériques, bien entendu, les organisations qui sont nécessaires à faire tourner ces grandes machines ne sont pas lisibles pour les usagers et il est important pour eux de leur fournir des boîtes à outils, des guides qui vont leur permettre de savoir quelles sont les exigences techniques minimales pour pouvoir rendre le service en fonction d'exigences fonctionnelles et organisationnelles. C'est vraiment l'esprit de cette commission, c'est de proposer des textes lisibles autant que faire se peut pour l'ensemble des lecteurs qui peuvent être les donneurs d'ordre et les opérateurs, et par la suite que ces textes puissent servir de référentiel à l'évaluation de ces services. Notre objectif est de garantir que le service qui est porté par l'archivage électronique, en l'espèce, c'est garantir la preuve. Donc, on est dans une problématique réglementaire. Comment on apporte de la preuve avec un service? Et on a maintenant une implication forte entre le cadre légal et le cadre de notre commission de normalisation, puisque l'on travaille sur la valeur probatoire, sur l'intégrité, ce qui fait qu'un document va être recevable ou non. Et nos travaux visent à traduire ces exigences légales dans des documents techniques lisibles. Naturellement, la copie fiable, lorsqu'elle a été décrite dans le Code civil avec l'article 1379, la commission a été sollicitée pour produire un texte, encore une fois, de traduction des exigences de ce qu'on appelle la copie fiable. Et ainsi, notre ensemble de travaux est bien au service à la fois des usagers, du cadre légal et de l'ensemble des parties prenantes. Merci Séverine, et je propose à Arthur Ribemont de prendre la parole pour nous parler de la certification dans le domaine de la confiance numérique. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose effectivement aujourd'hui de revenir sur les enjeux de la certification. Alors, si on peut revenir très rapidement au slide précédent pour avoir le déroulé. Voilà, donc dans un premier temps sur parler des enjeux, avoir un panorama sur les grandes certifications en matière de confiance numérique, évoquer les bénéfices, savoir aussi comment obtenir une certification et puis revenir sur quelques témoignages assez rapidement pour comprendre quelles sont les difficultés rencontrées, notamment à l'occasion d'une certification en confiance numérique. Donc sur le slide suivant, on voit les grands, finalement, ce que représente une certification en premier lieu. Donc la certification, c'est la reconnaissance finalement par une tierce partie qu'on est bien conforme à un ensemble de critères. Ça permet derrière de générer de bénéfices majeurs pour une entreprise. La première finalement conséquence, c'est la confiance que ça va générer sur le marché, notamment auprès des partenaires, et également la différenciation vis-à-vis notamment des concurrents pour démontrer finalement un caractère de confiance envers la solution, le produit ou l'organisation. Une certification repose sur un triptyque finalement d'un référentiel. Alors ça a été évoqué précédemment, qui peut être d'origine normative, mais ça peut être également des référentiels d'origine privée, voire d'origine publique, et qui permettent donc du coup d'obtenir une certification sur cette base. La seconde partie, c'est l'audit qui est réalisé donc par un organisme tierce partie dans le cadre d'une certification. Et cet audit est donc réalisé par des auditeurs qualifiés et compétents. Et ça, c'est le principe de la troisième partie de l'accréditation, de pouvoir s'assurer finalement qu'un organisme tierce partie réponde bien à des exigences qui permettent finalement de légitimer la certification qui va être délivrée. Je l'ai rapidement évoqué, la certification repose sur 4 possibilités finalement. À la fois, on peut certifier un système de management, ce qu'on appelle l'organisation, on peut certifier des personnes, des produits ou des services. L'objectif de la certification,
c'est de pouvoir à la fois encadrer, finalement, pouvoir s'assurer, on le voit dans le cadre notamment de la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, s'assurer que les systèmes d'intelligence les plus critiques, alors eux seront interdits, mais les autres seront encadrés par la certification. Également aussi s'assurer qu'une entreprise dispose par exemple d'un système de management en matière de sécurité de l'information, notamment dans le cadre de l'explosion de la cybermenace, aussi pour tout ce qui est lié à la protection des libertés individuelles, quand on évoque le RGPD, ou également la compétitivité des entreprises, comme on l'a vu, c'est un levier de différenciation. Sur le slide suivant, on aborde un peu les grands enjeux de la certification qu'on peut classer à travers 3 thèmes, à la fois la protection des données, donc tout ce qui va toucher au RGPD, à l'intelligence artificielle, l'éthique des données, la santé, les données sensibles. De l'autre côté, plutôt la sécurité de l'information, tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est cloud, hébergement, tout ce qui finalement est le système d'information en tant que tel. Tout ça, ça a considéré finalement dans un cadre qui est en transformation continue. Le numérique évolue rapidement, les technologies sont très mouvantes, les usages aussi sont éphémères et donc du coup, il faut constamment pouvoir se tenir informé et pouvoir être au goût du jour. Il y a pour cela 2 éléments importants qui sont à considérer. Le premier, bien entendu, c'est la réglementation qui est d'application obligatoire. On peut l'État citer le RGPD connu par toutes et tous. Et puis, pour finalement réussir à être au fait de la confiance numérique et démontrer que ce soit son organisation, ses produits et ses services sont en phase, c'est tout ce qui va relever du droit souple. Et donc là, on peut évoquer les normes, on peut évoquer les lignes directrices et tous les guides qui peuvent être émis, notamment par l'ANSSI, etc. Et qui sont d'application volontaire, mais qui vont accompagner les organisations à pouvoir s'adapter et avoir une confiance numérique de haut niveau. Sur le slide suivant, on voit quelques panoramas finalement des certifications en confiance numérique. Bien entendu, une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui permet de dresser un état des lieux, à la fois classé finalement par les 3 thématiques évoquées, sécurité de l'information, protection des données et transformation numérique. Et vous le retrouvez pour les grands systèmes de management, par exemple en sécurité de l'information, la certification ISO IEC 27001, qui est une des certifications les plus demandées par le marché. En matière de produits, on peut par exemple citer la NF 552, logiciel de protection des données personnelles pour la protection des données. Puis enfin pour les services, la numérisation fidèle de documents, pour tout ce qui concerne la transformation numérique, voire pour les personnes en protection des données, la certification DPO agréée par la CNIL. Voilà quelques exemples. Les slides vous seront transmis et vous pourrez donc du coup regarder plus en détail au besoin ces différentes certifications. Sur le slide suivant, l'idée c'est de revenir un peu sur les principaux bénéfices de la certification qui sont donc là présentés pour la 27001 mais qui sont globalement les mêmes pour tout type de certification, qu'on soit en système de management, en produit ou en service. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est finalement la certification, ça permet de répondre, comme on l'a évoqué précédemment, aux défis technologiques, donc l'intelligence artificielle. On peut également citer la blockchain, l'Internet des objets, qui fait l'objet notamment d'un règlement qui sera de la même manière calqué sur une notion de risque et un besoin de certification pour les objets présentant des risques majeurs. On peut l'évoquer aussi comme un instrument pour répondre aux enjeux de sécurité et de souveraineté. Et puis, notamment, comme on le voit, par exemple, dans le cadre de la stratégie du cloud de confiance au niveau français avec Secnum Cloud. Et enfin, pour répondre aux autorités et notamment aux partenaires économiques, on peut citer par exemple la certification HDS ou encore la certification archivage électronique. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte en France par rapport à la demande en matière de certification en confiance numérique. On le voit à l'image de la certification 27001 qui a fait un bond en un an de un peu plus de 50%. On est passé de 392 certifiés en 2020 à 606 certifiés en 2021.
Et globalement, on observe cette dynamique sur l'ensemble des certifications en confiance numérique. Sur le slide suivant, en quelques mots, vous expliquer comment est-ce qu'une entreprise peut se certifier. Tout d'abord, une mise en conformité, avec ensuite une définition du périmètre à certifier. Il faut savoir, notamment en certification de système de management, que toute l'entreprise n'est pas être certifiée, qu'elle peut choisir par exemple de certifier la DSI, notamment sur une certification 27001 seulement. Ensuite vient l'audit en tant que tel, avec une étape 1 ou une étape de recevabilité, qu'on soit en produit ou service par exemple. L'étape 2, l'audit en tant que tel sur site, puis la rédaction du rapport à l'issue de l'audit qui va permettre notamment à l'expert décisionnaire de pouvoir prendre une décision sur la base de ce rapport pour prendre une décision finalement favorable ou défavorable pour la délivrance de la certification. Puis ensuite, il y a des audits de suivi qui permettent de s'assurer que l'entreprise est toujours en conformité avec le référentiel. Enfin, je crois que sur les derniers slides, on arrive sur les témoignages. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que 2/3 des entreprises, alors pareil, on est là ici sur du système de management et c'est tout autant valable pour des produits et services. Il y a toute une notion finalement de gestion de l'accompagnement, la charge de travail aussi qui est très importante, la compréhension de la norme. C'est vraiment là les principaux éléments qui peuvent ressortir de ces difficultés. Et c'est pourquoi vous allez le voir sur le slide suivant, c'est la moitié des entreprises témoignent finalement d'un besoin d'accompagnement et pour pouvoir finalement se mettre en conformité par rapport à un référentiel pour bénéficier finalement d'une certification en confiance numérique. Et vous le voyez sur la droite, les priorités, c'est notamment de pouvoir bien définir le périmètre. Je ne l'ai pas évoqué, mais un point très important, c'est aussi d'avoir bien entendu l'engagement des équipes, donc leur expliquer pourquoi est-ce qu'une entreprise se lance dans la certification et ça nécessite l'implication à tout moment, notamment de la direction, pour faire en sorte que le projet de certification soit mené à bien au sein de l'organisation. Merci Arthur Ribemont et on va passer la parole à Arnaud Belaïd de la FNTC pour nous présenter les actions que mène la FNTC en matière de normalisation. Merci, bonjour à tous. Alors, vous l'avez compris, la normalisation, la certification, c'est une école de rigueur et de méthode. Et comme on s'est engagé à ce que le webinaire dure 1 heure et que vous ayez un temps de questions, je vais être amené à faire une présentation assez rapide. J'espère pas trop, mais en tout cas, je vais m'attacher à aller rapidement pour vous laisser du temps pour les questions. Alors, je vais vous présenter brièvement la FNTC sans tomber dans le pensum institutionnel, vous expliquer en quoi elle participe aux travaux de normalisation assez activement et aussi en quoi elle peut être une aide pour favoriser votre participation aux travaux de normalisation. La présentation de la FNTC, je n'aurai pas le loisir de relire la diapositive en entier, simplement je soulignerai une chose, c'est la création en 2001. 2001, on est dans les années 2000, c'est à ce moment-là que le droit français reconnaît à l'écrit électronique la même valeur en tant que preuve que l'écrit papier, sous réserve d'un certain nombre d'exigences. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment à ce moment qu'intervient un bouleversement juridique au niveau du droit de la preuve et de l'écrit électronique. Les adhérents de la FNTC sont de nature très variée, c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt de la participation. D'ailleurs, parmi les experts, on pourrait préciser qu'il y a notamment des cabinets d'avocats très spécialisés en droit du numérique. Et là encore, l'intérêt, outre la richesse qu'on va retrouver dans les groupes de travail liés à la variété des profils, c'est que ça ressemble aussi un petit peu au profil qu'on retrouve assez naturellement dans les commissions de normalisation. Et on peut passer à la diapositive suivante. Alors, que fait la FNTC? Elle fait plein de choses, elle fait des webinaires, mais ça je ne vais pas insister puisque vous en avez la preuve. Il y a des guides, alors je ne sais pas si ces guides sont encore du domaine, peut-être c'est prématuré, du droit souple que l'on vient d'évoquer, mais ils n'en restent pas moins très intéressants et vous les trouverez sur le site de la FNTC. Et puis là, il y a une action forte en matière de normalisation, mais aussi en matière de label. Alors le label, ça ressemble un petit peu à la certification qui vient d'être évoquée. Le label, c'est comme la certification, mais en un peu moins bien.
voilà, si on parlait de médailles, il y a l'Ordre du Mérite et la Légion d'honneur. Ben, écoutez, on est très fiers parfois d'avoir le label, mais on reconnaît que c'est plutôt une étape, une première marche vers la certification. Une particularité de la FNTC, à laquelle je suis attaché, comme Séverine Denis, c'est la contribution et la participation à la vie universitaire, notamment dans les masters de droit du numérique. Je vais continuer, toujours sur cette partie un peu institutionnelle, pour vous donner les domaines d'expertise de la FNTC. Alors, c'est le thème commun, c'est tout ce qui est lié à la confiance numérique, c'est lié à l'intitulé et à la mission de la fédération. Alors, vous pourrez peut-être faire le mapping avec les secteurs de technologie numérique qui font l'objet d'actions de normalisation qui ont été présentés un petit peu avant. Ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est que c'est un domaine dans lequel la FNTC ne travaille pas toute seule dans son coin. Elle travaille avec des partenaires, avec un écosystème. Et si l'on prend l'exemple particulièrement, je dirais, important de la facture électronique, c'est un exemple d'actualité, une actualité massive, eh bien, c'est par exemple un cas où la FNTC va travailler très étroitement avec le Forum national de la facture électronique, le FNFE, et d'ailleurs, la FNTC est membre du conseil d'administration du FNFE. KYC, c'est Know Your Customer, pour ceux qui ne connaissent pas. On essaye d'être dans la souveraineté numérique, la souveraineté linguistique, mais on n'y arrive pas toujours. On va passer à la diapositive suivante pour achever cette présentation institutionnelle rapide que je vous invite évidemment à compléter par une visite de notre site web. Alors, pourquoi participer au groupe de travail de la FNTC sur les thématiques qui ont été évoquées et puis sur les thématiques qui pourraient apparaître en fonction des innovations et des propositions? C'est un petit peu les mêmes raisons que les bonnes raisons de participer aux travaux de normalisation. Il y a le partage des expertises, on est sur des logiques finalement de veille mutualisée. C'est-à-dire que c'est une activité de veille finalement qui est plus efficace et moins coûteuse. C'est aussi effectivement un moyen de bénéficier d'informations de façon anticipée, mais pas simplement de bénéficier d'informations sur les évolutions, c'est une façon de contribuer et de peser sur les orientations par ses propres contributions. J'ai mis que les groupes de travail FNTC, sur lesquels on va rester une seconde, est une école du consensus avec des guillemets. Le mot consensus est apparu systématiquement, pratiquement dans toutes les présentations qui ont précédé, liées à la normalisation. En termes de sciences politiques, le consensus, ce n'est pas une décision majoritaire, ce n'est pas une décision à la majorité qualifiée, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas un droit de veto reconnu à chacun des participants, c'est autre chose. C'est du consensus. C'est une démarche par laquelle les gens qui n'ont pas forcément au départ les mêmes visions, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent être concurrents, c'est simplement ça, sont amenés à approfondir, à discuter, à amender, à trouver une voie d'amélioration et de partage qui aboutit à ce fameux consensus. Alors c'est un processus qui peut être un petit peu long. J'avouerai que aussi le consensus peut parfois aboutir à des textes qui ne sont pas les plus beaux de la littérature française, quand on essaie justement d'obtenir le consensus. Mais une fois qu'on a abouti au consensus, c'est un instrument particulièrement puissant et qui justement permet de bénéficier d'une force assez impressionnante. La participation au groupe de travail de la FNTC, c'est une forme de SAS, une forme de préparation, une forme d'entraînement pour participer directement par la suite aux travaux de normalisation et aussi une forme de préparation aux certifications. Juste en une minute, puisque on va aller vite, la préfiguration des normes, je vais prendre l'exemple du coffre-fort numérique que je connais un petit peu. En 2009, dans un marché qui est encore un petit peu flou, la FNTC fait un référentiel de coffre-fort électronique à l'époque, puis un label. Ce référentiel, la FNTC va le porter à la FNOR, l'apporter, et c'est sur cette base, entre autres, que la FNOR va aboutir à la norme Z42020 sur les coffres-forts numériques, suivi de la certification N903 logiciel composant coffre-fort numérique. Et là, l'aventure n'est pas finie, puisqu'après, il y a la loi de 2016 et les décrets de 2018 sur les services de coffre-fort numérique. Et aujourd'hui, on a une tentative pour que la norme Z42020 soit portée à l'ISO, même si c'est un petit peu laborieux. Et là, vous voyez, finalement, la FNTC
dans une logique d'anticipation et de préparation, mais elle passe le relais quand la FNOR s'impose. Et à ce moment-là, la FNTC a fait son boulot et c'est la FNOR qui reprend la main. Dernière diapositive. Je vais trouver une image qui n'est peut-être pas forcément celle que la direction de la communication de la FNTC va préférer, mais parfois, pour participer aux travaux de normalisation, si vous avez suivi ce webinaire, vous pouvez être tenté, mais vous pouvez être un petit peu aussi réticent ou un peu effrayé. C'est compliqué, j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que je suis légitime en tant qu'expert? Et en fait, il y a la tentation de plonger dans le grand bain, tout en se disant, oh là là, quand même, la piscine, elle a l'air profonde. Alors, finalement, à brève échéance, une bonne façon de commencer, c'est de dire que la FNTC, au travers de ses groupes de travail, c'est un peu comme le petit bassin. Ça permet de s'y faire, ça permet de mettre le pied dedans, et puis vous verrez que déjà, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses et qui donne le goût assez rapidement de passer dans le grand bain. Voilà, j'ai essayé de faire rapide pour que nous ayons le temps d'avoir des questions auxquelles tous les participants se feront un plaisir de répondre. Merci. Merci beaucoup Arnaud Belail. Alors justement, nous avons une première question de Jean-Vincent Nils qui demande concernant excusez-moi, j'ai un problème avec hop, voilà. Désolée. Donc, concernant l'identité numérique, est-ce qu'il existerait une certification particulière qui permettrait de garantir l'authenticité, l'intégrité de l'utilisateur et de ses données pour un système numérique? Donc, est-ce qu'il existe une certification particulière ou est-ce qu'il y a un ensemble de certifications? C'est peut-être une question pour Arthur Ribemont. Il n'existe pas en tant que tel une seule certification, mais effectivement plusieurs certifications qui peuvent répondre à démontrer qu'un service numérique répond à des enjeux de confiance numérique. Il faudrait préciser lequel, dans quel domaine, pour essayer d'avoir une certification qui puisse répondre un peu plus précisément à la question visée. Alors, Monsieur Nice a une autre question qui concerne un autre sujet, qui est comment participer au groupe de travail de la FNTC. Qui veut répondre à ça? Comment participer au groupe de travail de la FNTC? Écoutez, on va voir la référence tout à l'heure à la fin du webinaire sur les adresses que vous pouvez consulter pour avancer, soit avec la FNOR, soit avec la FNTC. Donc là, vous avez les points de contact qui vous permettront d'être en relation avec le secrétariat général de la FNTC qui vous orientera de façon tout à fait personnelle vers ce qui vous intéresse et vers ce que vous pouvez trouver à la FNTC en réponse à vos besoins. Alors, merci pour cette réponse. Une question de Nathalie Launay qui dit la réponse sera prochainement dans EDAS 2 et c'est l'ENISA qui va établir le schéma de certification. Je pense que c'était en référence à l'identité numérique. Alors, les schémas de certification qui sont réalisés en fonction, effectivement, par l'ENISA, il y en a plusieurs. Il y en a sur les produits, il y en a aussi pour le cloud, il y en a aussi pour la 5G. Ce sont plusieurs schémas de certification au niveau européen. À l'heure actuelle, en France, il y a déjà aussi plusieurs niveaux. Il y a l'ANSSI qui propose notamment les critères communs, CSPN, il y a des NF logiciels. Il y a tellement en fait de certifications sur le marché qu'il est nécessaire effectivement de bien savoir vers laquelle s'orienter, laquelle répond mieux aux besoins finalement, qu'on soit sur un service, qu'on soit sur un produit, qu'on soit sur une organisation qui souhaite être certifiée. Vraiment, ce que j'invite à faire aux personnes qui souhaitent avoir des informations précises sur une certification, c'est de nous contacter directement par l'intermédiaire de la boutique AFNOR Certification, soit directement via LinkedIn. On prendra vraiment le temps de pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun. Merci beaucoup Arthur. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que les personnes qui sont encore connectées souhaiteraient poser d'autres questions?
Bon, effectivement, à la fin, vous aurez des références sur la façon dont vous pouvez rejoindre soit des groupes de travail de la FNTC, soit des commissions de normalisation au sein d'AFNOR. Il y a effectivement beaucoup de sujets. On vous donnera les références et puis n'hésitez pas à nous poser des questions à l'issue de cette conférence en direct. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Marc Chedru pour la conclusion. Marc, c'est à vous. Oui, merci Christine. Je remercie donc les orateurs pour la clarté de leurs exposés, puisque en fait ils ne suscitent pas beaucoup de questions, et le respect des contraintes de temps. Et merci aussi aux participants pour votre écoute. Pour conclure, permettez-moi de résumer notre message. On va passer à la slide suivante. C'est clair, si vous voulez, que les normes font partie du paysage de chaque secteur professionnel. Et on l'a vu, il n'est pas raisonnable de les ignorer en tant qu'acteur d'un secteur donné. Donc en fait, il faut faire avec. Donc dans ce contexte, il vaut mieux agir que subir, hein, en contribuant à l'élaboration des normes dans le consensus. Hein, je pense que c'est une notion très importante qui a été développée. Et bien en faisant cela, on co-construit l'état de l'art. On peut s'opposer à ce que l'on considère comme des impasses. Quelquefois, il y a des experts qui disent bon, on va faire comme ça pour régler le problème. Et en fait, vous vous rendez compte que ça va créer des difficultés sans nombre pour les acteurs. Et vous pouvez justement expliquer en quoi ces solutions ne sont pas satisfaisantes. Ensuite, on prend des longueurs d'avance, ou en tout cas au moins une longueur d'avance par rapport à tous ceux qui n'ont pas travaillé sur la norme et qui vont la découvrir lors de sa publication. Et bien entendu, donc on ne subit pas les contraintes de textes venus d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. On peut passer à un deuxième slide. C'est surtout sur la conjonction, en fait, de nos préoccupations actuelles avec ce qui se passe au niveau européen. De plus en plus, on ressent que la réglementation européenne va s'appuyer sur les normes. Déjà, on l'a évoqué, le règlement EIDAS fait référence à des normes. Et on sait que cela va se développer. Par ailleurs, la Commission a fait son mea culpa début 2022 et a vraiment considéré qu'il y avait des difficultés avec les normes actuellement. Elle a senti le danger des normes venues d'ailleurs, notamment via une organisation qui s'appelle l'ETSI, hein, qui fait partie du dispositif européen tel que Christine nous l'a démontré tout à l'heure. Dans l'ETSI, il y a beaucoup d'acteurs internationaux, de multinationales internationales, qui sont même majoritaires au sein de l'ETSI. Donc en fait, beaucoup de normes proposées par l'ETSI ne répondent pas forcément aux préoccupations essentielles des acteurs européens. Donc ça peut être un problème et la Commission a constaté cette difficulté et a donc décidé de beaucoup plus solliciter les acteurs de l'Union européenne, y compris les PME, en s'appuyant sur les organismes nationaux. C'est-à-dire que l'AFNOR aura une voix plus forte demain grâce au nouveau projet, si vous voulez, de la Commission. Donc, je dirais que c'est le bon moment et c'est évidemment de bonnes stratégies pour nous, les acteurs du numérique, de nous impliquer dans l'élaboration des normes au niveau européen maintenant pour qu'elles respectent nos valeurs et les bonnes pratiques auxquelles nous sommes attachés. Pour ceux qui interviennent dans le domaine de l'archivage électronique, je les invite à prendre le train en marche puisque déjà, existe un comité technique, le TC 468, au niveau du Comité européen de normalisation, le CEN, et ce TC 468 est présidé par la France en la personne de Séverine Denis. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans le domaine de l'archivage électronique, vraiment, contribuez
aux travaux de normalisation européenne à travers ce comité. Et je vais terminer par un troisième slide qui n'est pas là. Donc, mais c'est pas grave. Simplement, ce que je voulais simplement préciser, c'est que, mais on l'a dit, vous l'avez pu le constater, c'est que l'écosystème de normalisation, certification est pleinement opérationnel. On a l'AFNOR, organisme national en France. On a des initiatives prises par l'AFNOR au niveau des Européens à travers ce TC 468 que je viens d'évoquer, mais il y en a d'autres. Il y a le TC 224 également, qui est très concentré sur les identités numériques, qui est aussi présidé par la France. Nous avons des organismes de certification, dont notamment le plus gros en France, AFNOR Certification. Et puis, vous avez la FNTC, qui est là pour catalyser, comme l'a dit Arnaud Bellay, les initiatives, les réflexions sur les bonnes pratiques et l'interopérabilité. Donc, avec mes collègues intervenants, nous souhaitons vraiment que vous preniez vos responsabilités, que vous participiez à l'élaboration des normes via une implication directe dans les commissions de l'AFNOR ou peut-être à travers les groupes de travail de la FNTC. Nous comptons sur vous. Merci de votre participation aujourd'hui et à bientôt, j'espère, dans nos GT ou commissions. Merci beaucoup, Marc Chaudru, de cette conclusion et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, nous serons ravis d'y répondre. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.